Bonjour, donc je suis producteur, je travaille dans le cinéma. J'ai produit beaucoup de films publicitaires, j'ai fait des longs métrages. Et il y a 11 ans, j'ai créé un festival qui s'appelle Cinema for Change, qui a lieu au Grand Rex chaque année au mois d'avril. Et on s'intéresse à un cinéma qui est humain, inspirant. On essaie effectivement d'aller trouver un cinéma qui peut vous permettre de vous faire découvrir voilà, à la fois de l'émotion et on utilise aussi le cinéma surtout comme un outil de sensibilisation, de pédagogie. Et puis notre truc à nous, c'est du cinéma et des débats qu'on organise donc chaque année au mois d'avril. Alors mon festival, il a une histoire. En 2000, Kofi Annan lance au sein des Nations Unies, il était secrétaire général des Nations Unies, une campagne qui va de 2000 à 2015, qui est très peu connue, mais voilà, qui avait le mérite d'exister, qui s'appelait les Objectifs du millénaire pour le développement. C'est toujours des noms un peu compliqués, mais l'intention était intéressante. Et il s'était intéressé qu'aux pays en voie de développement, en allant chercher qu'est-ce qui faisait que ces pays étaient en voie de développement et qu'est-ce qu'il fallait effectivement qu'ils améliorent. Donc en gros, voilà, on prenait une map monde, on tirait un trait. Tout ce qui était au sud, c'était quasiment en 2001, c'était quasiment les pays en voie de développement. Et voilà, ils ont listé 8 sujets. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis approprié ces 8 sujets et je suis allé inviter 8 réalisateurs à s'inspirer de ces sujets et nous dire comment eux voyaient le monde à travers ces sujets. Donc au début, moi, je voulais faire des petits formats de 1 minute. Et donc j'ai commencé par inviter alors Wim Wenders, Robert Altman et Jane Campion. Alors là, il y a peut-être un truc générationnel, parce qu'il y en a qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des réalisateurs, réalisatrices qui ont eu des Oscars, des Palmes d'Or, donc c'est des grands talents. Et puis pour la petite histoire, Jane Campion, qui a eu donc une palme d'or pour la leçon de piano, et elle avait eu encore une autre palme d'or plus tôt pour un court métrage qui s'appelle Pile au Festival de Cannes. Et c'est la seule femme, 75e anniversaire cette année, hein, c'est la seule femme à avoir eu une palme d'or au Festival de Cannes. Bref, je les contacte, eux ils ne se connaissent pas forcément, mais les trois me répondent très rapidement, super, belle idée, carte blanche, voilà, raconter le monde d'aujourd'hui, ça nous plaît bien. Et donc ils me valident le truc, et à partir de là, moi je vais voir les chaînes de télévision en me disant, avec ses talents, ses notoriétés, finger in the nose, je vais trouver le financement et on va vite rentrer en production pour lancer la machine. Et j'allais voir les chaînes en me disant, voilà, je viens parler d'un monde qui change. C'était en 2003-2004. Et là, voilà, personne ne s'intéresse vraiment parce que ce n'était pas du moment, tout simplement, il y avait un vrai décalage. Et donc, bref, je ne trouve pas l'argent. Là-dessus, voilà, le temps passe, il se passe 2 ans. Et un jour, Jane Campion m'appelle un matin et me dit désolé, je décroche du projet. J'ai décidé de faire un break ça fait trop longtemps que je ne me suis pas occupé de ma fille Alice. Je vais donc consacrer les 4 années qui viennent. Je ne serai plus dans le cinéma et je m'occupe de ma fille. Là, il se passe, du coup, on était effectivement très déçus. Mais bon, le projet était un peu en stand-by. Je ne savais pas trop comment faire pour sortir ce truc. Donc, il n'était pas arrêté. Il était vraiment là, voilà, il végétait. Et il se passe 7-8 mois. Et elle me rappelle un matin d'Australie. Et elle me dit, Marc, il s'est passé un truc hier soir. Ma fille Alice était dans sa chambre, en train de discuter avec ses copines. La chambre était ouverte. Et là, je vous parle, c'était en 2005. Hein. Et Alice avait 13-14 ans à cette époque. Et l'une des copines dit aux autres, vu l'état dans lequel nos parents sont en train de nous laisser la planète, ils peuvent toujours courir pour qu'on s'occupe d'eux plus tard. Et le truc, ça la travaille toute la nuit. Et le lendemain, donc, elle m'appelle et elle me dit, tu m'as filé une patate chaude à un moment donné. Ça plus ça, le premier truc que j'ai pensé, c'est te rappeler ce matin. Donc maintenant, il faut que tu te bouges, tu me donnes une réponse dans 24 heures, on fait le film ou pas, mais moi, je sors de ma retraite de 4 ans et je vais faire quelque chose. C'est des enfants d'Australie, il n'y aura que des enfants dans mon film. Alice aura le premier rôle, mais on fait un truc par rapport à ça. Et alors, au-delà de que ce soit Jane Campion, le truc, enfin, où on peut se dire, ouais, c'est malin, etc.,
il y a des fois dans la vie où on sent les choses et on se dit, là, il se passe un truc, il ne faut pas que je passe à côté de ça. Je dois y aller. Alors, bien évidemment, voilà, il fallait de l'argent. Alors, je faisais pas mal de pubs, donc j'avais un peu de trésor. Mais bon, n'était pas forcément destiné à ça. Mais je sens que c'était plus important que tout le reste. Donc, voilà, donc je la rappelle le lendemain, je lui confirme qu'on y va. Et voilà. Et donc, elle a été le moteur. À travers un truc perso, elle m'a projeté effectivement ce que je lui avais projeté. Et elle m'a obligé effectivement à passer à l'acte et à lancer cette longue aventure qui a duré 7 ans. Donc je vous fais une belle ellipse. Au bout de 7 ans, voilà, on a eu 8 réalisateurs qui ont chacun pris un sujet, qui ont réalisé un court-métrage pour nous dire comment ils voyaient le film. Donc le film s'appelle 8. Donc il y avait Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Wim Wenders si je ne l'ai pas dit, et Gaël Garcia Bernal et Miraner. J'ai dû dire quelqu'un 2 fois. Mais voilà, on a fait ce film et quand il est sorti, les distributeurs, c'était en 2009, il était terminé, avec toujours cette volonté de dire le monde change et il faut peut-être plus être à l'écoute du monde. Il y avait encore un vrai décalage, donc les distributeurs ne savaient pas trop que faire de ce film, ce que je peux vraiment comprendre. Et en fait, un copain me dit, tu devrais aller voir Google, YouTube, Dailymotion. Donc je vais les voir. Et là, effectivement, ça monte chez Google à San Francisco, qui me recontacte et qui me propose de sortir le film sur YouTube en première européenne. Ce serait le premier long métrage diffusé sur YouTube. Et donc, j'y suis allé avec une grosse incertitude. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais les choses. Mais voilà, on y est allé le 5 février 2010. On a sorti le film sur YouTube avec 25 pays qui pouvaient le regarder. Et on a eu 2,5 millions de gens qui sont venus voir le film en 1 mois et demi. Et bon, bref, voilà. Puis après, on a eu effectivement plein de festivals qui ont pris le film. On a eu voilà, plein de belles histoires, le Festival de Cannes, etc. Voilà, on a eu, avec ces grands noms, c'était assez facile. Mais il n'empêche que ça crée vraiment une vraie dynamique humaine et, sur laquelle j'ai vraiment surfé. Et donc, en sortant du film, je voulais effectivement pas en rester là. Et donc, j'ai transformé le film en un festival, voilà, qui au début, on a appelé Le Temps Presse, parce qu'il fallait vraiment se dépêcher pour passer tous ces messages. Et il y a 2 ans, on a créé un marché du film pour faire du gap financing market. C'est de la fin de financement de films pour aider des films à se terminer sur des sujets de société. Et qu'on avait appelé Cinema for Change. Et en fait, la presse a beaucoup parlé, du moins la presse professionnelle a beaucoup parlé de Cinema for Change. Du coup, j'avais les 2 noms. Il y en avait un qui portait quand même de longues années de travail et c'était lourd. Et puis Cinema for Change qui était assez neuf, assez nouveau. Donc j'ai changé de nom il y a 2 ans pour que ça devienne Cinema for Change. Alors donc là, je vous parle de cinéma. Donc j'ai prévu dans mon temps de vous faire découvrir un court-métrage pour que vous compreniez un petit peu aussi ce qu'on fait, parce qu'on a du long-métrage et du court-métrage. Et voilà, juste avant de lancer le court-métrage, je vais vous raconter quand même une toute petite histoire, parce que c'est toujours une question de rencontres et de choix. Au tout début du festival, j'avais créé un comité de pilotage. Alors maintenant, on a un comité de pilotage avec des partenaires qui viennent, avec des gens plutôt référents. Au début, j'ai créé un comité de pilotage, c'était que des copains qui avaient la gentillesse de venir et on mettait tout sur la table et on leur partageait un petit peu les idées qu'on avait. Et à un moment donné, quelqu'un a dit, c'est super ton truc, mais ils sont où les enfants? Et là, je me suis dit, bien sûr, avec tout ce qu'on traite, tous ces sujets, le fait de discuter, c'est le film que vous allez voir après pour que vous puissiez vous projeter en imaginant les discussions qu'on peut avoir, bien sûr, c'est une bonne idée. Et donc, vu qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je suis allé dans l'école de mes enfants, j'ai créé le premier rendez-vous qui était une projection de quel court-métrage. Ils votaient, parce que c'est ça le principe chez nous, c'est que les élèves qui participent au prix jeunesse, c'est eux les jurys. Et puis derrière, on discutait. On a créé ce qu'on appelle, nous, le rendez-vous citoyen. Donc au début, on a commencé, on était 30, puis 300, puis 500, puis 1000, puis 3000, puis 5000. Là-dessus, la Principauté de Monaco, avec qui on travaille, c'est la direction de la coopération internationale, qui fait un super boulot en Afrique francophone pour permettre aux jeunes filles d'avoir accès à l'école, m'ont dit, mais nous, ça nous intéresse, on a un beau réseau en Afrique francophone, si vous voulez, on vous sert de relais. On est passé de 5000 à 10 000, et cette année, voilà, les prix, ça tourne dans les écoles de fin octobre jusqu'à fin février, donc je pense qu'on va faire plus que les 10 000 de l'an dernier. Et l'idée, c'est effectivement de leur donner la parole et de leur permettre effectivement de pouvoir s'exprimer sur ces sujets, et puis de leur montrer surtout
qu'ils ont pour nous de l'importance. Et je vais faire le lien avant juste de filer là, vraiment un dernier truc avant de lancer le court-métrage. BPI France est partenaire du festival et il y a 3 ans, en venant effectivement assister à des séances, ils nous disent c'est vachement sympa ton truc, en fait, est-ce que tu pourrais le faire chez nous? Ciné, débat. Et en fait, c'est un truc auquel j'étais tellement dans mon truc qu'à aucun moment j'ai pensé que c'était une bonne idée de proposer ça aux entreprises et de faire de la sensibilisation avec des experts, mais en utilisant le cinéma comme une introduction et pour permettre effectivement derrière un débat beaucoup plus ouvert et beaucoup plus spontané. Donc là maintenant, voilà, on va faire une petite séance, une bonne séance, parce que je voulais aller vraiment la moitié de mon temps sur du cinéma. Donc je vous laisse découvrir ce court-métrage et puis après je reviendrai pour conclure. Bon film. Certains hasards précipitent les hommes vers une existence qu'ils n'auraient jamais imaginée. À 23 ans, alors que je suis étudiant à l'université, ma vie prend un tournant inattendu. Par goût de l'aventure, je rejoins des précurseurs de la science polaire. Direction l'Antarctique. Ce continent découvert 100 ans plus tôt reste en grande partie inexploré. Après 2 mois de navigation, je foule le sol de l'Antarctique pour la première fois. Quelle splendeur! Mais le voyage n'est pas terminé. Notre équipe doit rejoindre la base de Charcot avant la fin du court été austral. Je prends conscience que la vie ici va être très éprouvante. Les tracteurs nous déposent et repartent au plus vite pour la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude m'envahit. Nous sommes désormais seuls au monde. Avec mes 2 compagnons, nous allons hiverner 1 an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés avec un stock de boîtes de conserve pour tenir. Un poêle à fioul maintient une température tout juste positive à l'intérieur. Dehors, le froid complique tout. Le montage d'une simple tour météo nous demande plusieurs jours d'efforts. On me confie mes premiers travaux scientifiques. Je relève chaque jour les données météo et j'étudie les cristaux de neige. Ma mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Mais les conditions sont extrêmes. Nous passons le plus clair de notre temps à lutter contre l'hostilité du milieu. Notre travail scientifique est fortement ralenti. Avec l'hiver, l'obscurité s'installe pour 6 mois. Notre morale baisse. Heureusement, des instants magiques illuminent parfois le ciel. Jamais je n'oublierai ce spectacle. Un jour, notre éolienne tombe en panne. Nous n'avons plus de courant, plus de radio pour contacter le monde extérieur. Pour survivre, nous devons plus que jamais rester soudés. L'été austral fait son retour. Notre mission touche à sa fin. L'attente de la relève est interminable.
À l'arrivée du convoi, je ressens un mélange de joie et de peine. Au fond, je me suis attaché à ces lieux. Cette première expérience polaire a révélé ma vocation. J'étais un jeune étudiant épris de sciences et de grands espaces. Désormais, je veux être glaciologue. Après Charcot, l'Antarctique ne quitte plus mon esprit. Je vais pourtant attendre 2 ans avant d'y retourner. Je me souviens de mon impatience. Le Victoria Land Traverse est ma 2e expédition polaire. Cette fois-ci, je rejoins une équipe américaine. Nous devons explorer une région totalement méconnue de l'Antarctique. À peine parti, un gigantesque glacier nous bloque le passage. Notre convoi navigue à vue pendant des jours dans un labyrinthe de crevasses. Après cet enfer, nous atteignons enfin l'Inlandsis, une immensité de glace qui s'étend à l'infini. Nos esprits se noient peu à peu dans la blancheur du décor. Pour garder le cap, nous nous fions au soleil, aux étoiles et au vent. Mètre après mètre, nos instruments révèlent un continent enseveli sous 2000 mètres de glace. À chaque arrêt, je prélève de la neige avec précaution et j'analyse sa composition. Poursuivre notre mission scientifique nous demande une volonté à toute épreuve. Les conditions climatiques sont terribles. Nos machines et nos corps subissent l'agression permanente du blizzard. Chaque kilomètre accompli a la saveur d'une victoire. Malgré tout, j'amasse peu à peu un trésor de données. Je pressens déjà qu'elles vont mener à des résultats exceptionnels. Après 4 longs mois d'exploration et 2400 km parcourus, une chaîne de montagnes jusque-là inconnue se dresse devant nous. Les Américains me font l'honneur de nommer un des sommets le mont Laureus. Mais la joie est de courte durée. Ces montagnes sont infranchissables. Nous sommes exténués. Les secours viennent nous sortir de là. Nous sommes contraints d'abandonner une grande partie de notre matériel pour limiter la charge de l'avion. Je décide de n'emporter que mes notes et mes prélèvements. De retour en France, ces échantillons me livrent une information essentielle. La composition chimique de la neige varie en fonction de la température à laquelle elle se forme. Je tiens ma première découverte. L'histoire climatique de notre planète se cache dans les glaces de l'Antarctique. J'ai passé ma vie à étudier l'Antarctique, et c'est dans un moment anodin qu'est née ma plus belle intuition scientifique.
En 1965, je dirige la base antarctique de Dumont-Durville. Mon équipe réalise des forages dans la glace. Un soir, nous rafraîchissons nos verres avec des glaçons issus de nos prélèvements. En observant les bulles qui s'en échappent, une idée me traverse l'esprit. Et si l'air piégé dans cette glace était un échantillon de l'atmosphère du passé? Il suffirait de prélever de la glace à grande profondeur pour retrouver l'air des époques lointaines. Remonter le temps. Encore faut-il le démontrer. Avec mon équipe, je développe de nouvelles techniques de forage et d'analyse. Les années passent. Je pense alors à Vostok, l'endroit le plus froid de la planète. Là-bas, les Soviétiques ont réussi à forer la glace à des profondeurs impressionnantes. Les amitiés nouées au cours de mes expéditions vont être cruciales. En pleine guerre froide, je parviens à convaincre Américains, Soviétiques et Français de travailler ensemble pour étudier les glaces de Vostok. Tous acceptent sans hésiter. Les Américains se chargeront du transport, les Soviétiques mettront à disposition leurs échantillons de glace, les Français les analyseront. Les Soviétiques nous réservent un accueil chaleureux dans ce monde où la température peut frôler les moins 90 degrés. Les foreurs de Vostok creusent jour et nuit pour atteindre le sous-sol et ses richesses. Pour eux, la glace n'est qu'un obstacle à franchir. Par chance, leurs scientifiques ont conservé les résidus des forages dans une cave de la base. 2083 mètres de carottes de glace, soigneusement répertoriées et jamais étudiées. Je trie avec précaution les échantillons les mieux conservés. 160 000 ans d'archives du climat défilent entre mes mains. Un trésor inouï pour un glaciologue. L'aventure n'est pas terminée. Il faut ramener cette glace en France sans qu'elle ne fonde. Là encore, les Soviétiques nous apportent leur aide. Leurs tracteurs ramènent les carottes jusqu'à la côte, puis les chargent sur leur navire à cale frigorifique pour la suite du voyage. Une fois au laboratoire, une équipe entière s'affaire à extraire les minuscules bulles d'air intactes. L'analyse des échantillons va prendre plusieurs années. En étudiant leur composition, nous faisons une découverte capitale. La teneur en CO2 de l'atmosphère et la température de l'air sont intimement liées depuis toujours. À partir de 1850, les résultats s'affolent. La courbe du CO2 quitte son oscillation naturelle et s'envole vers des niveaux jamais atteints. Puis la courbe des températures grimpe à son tour. Ce changement brutal coïncide avec le développement industriel. L'homme, par ses activités, est en train de modifier le climat de la Terre. Oui, merci. Ah bah voilà. Super. Je pense qu'on peut couper le... Voilà, ça vous donne une petite idée. Je voulais vraiment vous passer un court-métrage. Alors, j'aurais pu prendre un long-métrage, mais je pense que ça ne rentrait pas dans les cases. Mais je voulais au moins que vous puissiez voir le type de court-métrage qu'on a, parce qu'on en reçoit plus de 400 chaque année du monde entier. Et voilà, dont on fait une sélection et voilà, dont on va faire des projections pour les prix jeunesse. Et puis qu'on fait bien sûr avec les entreprises aujourd'hui pour animer des débats. Mais bon, vous pouvez vous projeter en imaginant
Qu'est-ce que ça donne, voilà, un film comme ça, suivi d'un débat avec des experts et les gens de la salle, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui à One to One? Moi, j'ai surtout envie de vous partager voilà, de mon expérience et de ce que je trouve important. Je trouve que quoi qu'on fasse, c'est important d'être en phase avec soi-même. Vous avez le droit d'être à contre-courant. Vous pouvez être seul, mais si vous sentez vraiment que vous êtes juste dans votre choix, c'est vous qui avez raison. Vous avez droit à l'échec. Ça fait partie c'est la meilleure façon d'avancer. L'échec amène la gagne. Et je pense que ce qui est effectivement pour moi aussi très important sur les sujets qu'on a pu, voilà, que j'ai pu un tout petit peu ramener ici, je pense que c'est important de partager, d'échanger, de discuter, oser essayer. Voilà. Si je vous ai raconté toutes ces petites histoires, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a une femme qui tout d'un coup m'a renvoyé la balle, j'ai pris la décision d'eux, ou quelqu'un m'a parlé effectivement de faire quelque chose avec les jeunes, alors que j'ai effectivement pas eu forcément cette idée. Puis après, quelqu'un qui m'a dit, mais effectivement, voilà, il y a un autre public pour toi aussi qui peut s'ouvrir. Donc c'est vrai que voilà, toutes ces rencontres, à un moment donné, je pense que c'est important effectivement de les oser. Et donc moi, j'ai effectivement voilà, choisi cette phrase de Corneille qui était un peu rude en fait au début. Mais plus j'y pense, plus je la trouve pertinente. Il faut oser ou se résigner à tout. Parce que malgré tout, ça vaut la peine de tenter les choses et donc d'oser. Donc voilà, pour ceux qui seront à Paris en avril 2023, c'est du 11 au 15 avril au Grand Rex. Voilà, j'aurai plaisir à vous rencontrer là-bas. Et puis sinon, voilà, merci d'avoir voilà, suivi cette présentation.